Donc, bonjour à tous. Patrice Skinner et moi-même allons vous présenter un atelier sur les réseaux de neurones et les paquets R. Dans un premier temps, nous allons nous présenter et ensuite, il y aura deux parties à notre atelier. Une première partie que Patrice, du coup, présentera sur les réseaux de neurones ainsi qu'une démonstration. Et ensuite, on passera sur le benchmark des paquets R. Ensuite, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil de discussion on a prévu de garder du temps pour la fin pour répondre à vos questions et j'espère à vos attentes. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Dauphine et responsable du M2 Actuariat de Paris-Dauphine et également du coup actuaire certifié. Voilà, et parmi mes centres d'intérêt de recherche, du coup, j'utilise et je développe un certain nombre de paquets R. Voilà. Je laisse maintenant la parole à Patrice. Bien. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Patrice Skinner. J'ai une petite société qui s'appelle Inmodelia et qui fait des prestations de conseil autour des réseaux de neurones de la statistique industrielle. Et de 2000 à 2009, j'ai travaillé à l'école de physique et chimie industrielle de Paris, là où il y a eu Pierre-Gilles Degène, Georges Charpak et puis Paul Langevin et Marie Curie. Et dans cette start-up, ils ont développé dans les années de 90 à 2014, il y avait un laboratoire qui faisait uniquement des réseaux de neurones. Donc j'ai travaillé avec eux et il y avait une start-up qui s'appelait Netral et j'en étais responsable commercial. Donc, quand mon patron a pris sa retraite, j'ai pris la suite et j'ai construit Inmodelia. Alors, je vais vous montrer, donc on avait deux logiciels commerciaux que j'ai encore, donc que je peux vous vendre si vous les souhaitez. On va en voir une minute, on les verra en action pour l'un d'entre eux. Et puis évidemment, je suis passé sur les codes ouverts et libres R qui permettent de faire bien plus de choses. Donc, l'objectif de cet atelier, Christophe l'a dit, il va y avoir deux parties. Une première partie où je vais vous faire, pour ceux qui ne connaissent pas, un bref survol, un petit cours théorique de réseau de neurones en 15 diapositives. Je vous montrerai des exemples avec le logiciel. Et ensuite, dans la deuxième partie, Christophe vous montrera, il y a plus de 80 packages qui prétendent faire des réseaux de neurones dans R, et donc on a voulu les tester. Et le but de la deuxième partie, c'est de vous faire un retour sur l'évaluation de ces packages. Alors, donc là, la première partie, allons-y. Alors, je commence par vous présenter des modèles non linéaires. Donc, il y aura quelques diapositives un peu denses et je vais aller peut-être un peu vite, excusez-moi. Donc là, je vous montre deux modèles linéaires. C'est des modèles qui sont plutôt utilisés en chimie et on a l'habitude. Là, si on les regarde comme ça, il n'y a pas de problème. Vous les identifiez immédiatement. Là, ici, il y a une seule entrée, deux paramètres, B1 et B2. Donc, c'est un modèle très simple. Ici, vous avez X1, X2 et 4 paramètres ABCD. Et ces paramètres-là, on pourrait, si on a les nœuds appropriés, on peut les représenter sous forme de graphes, avec des graphes multiplicateurs, addition, multiplication, ainsi de suite. Et dans ces cas-là, si à un moment on doit calculer la matrice jacobienne, on va le faire par calcul pas à pas, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui introduit la rétropropagation, quelque chose que vous avez peut-être entendu ou lu si vous êtes intéressé au réseau de neurones. Mais en fait, les deux méthodes, que ce soit le calcul habituel par une méthode symbolique ou que ce soit le calcul par rétropropagation, doit vous donner exactement le même résultat. Et aujourd'hui, vu la puissance de calcul, la rétropropagation n'a plus aucun intérêt, autant faire le calcul de là. Alors, il y a 4 types de réseaux de neurones. Le premier réseau de neurones, c'est souvent pour faire de la classification. Donc, il y a une classe A, une classe B, et on cherche un séparateur qui va être, cette fois-ci, non pas une fonction d'audit linéaire, mais une fonction non linéaire. Il y a des réseaux de neurones pour travailler en régression. Et dans ce cas-là, ce qui va nous intéresser, c'est une fonction en espérance. Et donc, on va trouver des formes et des surfaces de réponse qui vont être quand même plus compliquées que des modèles linéaires. Vous avez des modèles où là, on va s'intéresser aux séries temporelles avec des modèles d'état et des retours d'état. Alors, pour info, c'était dans NeuroOne dès 1998 et c'est arrivé dans MATLAB qu'en 2013. Donc, les laboratoires universitaires peuvent vraiment être en avance sur l'industrie. Et puis, à l'époque, MATLAB faisait des modèles faussement dynamiques en remettant le temps passé là-dedans, mais en prédiction, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones, qu'un neurone formel? Parce que si on parle de réseau de neurones, il faut d'abord se poser la question, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Et en fait, un neurone, c'est donc, vous voyez ici le petit dessin, en fait, il y a deux parties. La première ici, c'est une composition linéaire toute simple de toutes les entrées.
Et sur cette composition linéaire, vous en faites la somme. Et sur cette somme, vous appliquez une fonction non linéaire, typiquement la tangente hyperbolique, parce que c'est une fonction impaire. Mais vous pouvez prendre arctangente, et si vous voulez vraiment des fonctions qui ne sont pas impaires, vous prenez la fonction logistique. Et dans ces cas-là, voilà la formule du neurone, ce sera simplement y égale tangente hyperbolique de θ 0, il y a toujours un terme d'offset, et puis la composition linéaire des x1, x2, xn. Alors chez neurones, on avait aussi des neurones produits, justement pour pouvoir faire les graphes que l'on a vus à la diapositive précédente. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones? Alors là, l'image est présentée de bas en haut. Eh bien, c'est la composition de plusieurs neurones intermédiaires. Donc, le neurone qui va être ici, là, là et là, et avec donc une constante, et puis, enfin plutôt l'entrée, la variable x, et un terme constant. Et donc ici, on va avoir la formule, alors c'est en rouge, tangente hyperbolique de 10x plus 5, donc, qui naturellement est bornée entre moins 1 et plus 1. Tangente hyperbolique de x plus 0,25, qui est en bleu, aussi bornée entre moins 1 et plus 1. Et tangente hyperbolique de 3x moins 0,25, qui lui aussi est bornée. Et puis, en fait, sur ces combinaisons linéaires, on va réappliquer une combinaison linéaire, cette fois-ci sur ces modèles. Donc ici, moins 2 plus 3, moins 2. Alors là, il va y avoir cette fois-ci des amplitudes. Et la courbe résultante va être la courbe jaune. Donc cette courbe jaune, ce que vous pouvez remarquer, c'est que maintenant, elle a une courbure adaptative qui est locale et qui n'est pas du tout la même selon que vous êtes ici ou par là. Et ça, c'est la force des modèles non linéaires par rapport aux modèles linéaires, mais c'est surtout la force de ces modèles boîte noire par composition, donc de modèles très simples, qui vous permettent ainsi d'avoir une courbure très forte à certains endroits et pas forte à d'autres. Et ça va être très intéressant pour certaines modélisations. Alors, cette diapositive ici, alors si on a vu sous la forme de graphe à la première diapositive ou les diapositives avant, le modèle linéaire, c'est tout simplement celui-là. Et pour un modèle à 5 variables en entrée, x1, x2, x3, x4, x5, vous avez simplement 6 paramètres avec le terme de biais. Si je fais un modèle polynomial, donc le fameux modèle linéaire, ici, je peux mettre tous les termes d'ordre 2. Et à ce moment-là, je vais avoir un modèle, si c'est le modèle complet, avec un modèle avec 21 paramètres. Et si je fais un modèle d'ordre 3, je vais avoir un modèle à 56 paramètres, avec donc les termes d'ordre 2, les termes d'ordre 3. Si par contre je fais un réseau de neurones et que j'augmente le nombre de neurones, donc c'est ce qu'on voit à partir d'ici, vous allez avoir ici 2 neurones cachés, 3 neurones cachés, 4 neurones cachés. L'expression, on dit caché parce qu'il est quelque part entre l'entrée et la sortie et qu'on ne voit pas ce qui se passe. C'est là l'expression boîte noire. Sauf que dans ce cas-là, le nombre de paramètres augmente de manière linéaire, et donc vous passez de 6, 15, 22, 29 paramètres pour un modèle ici à 4 neurones cachés qui peut avoir une complexité au moins équivalente à celle du modèle linéaire d'ordre 3. Donc en fait, l'un des intérêts des réseaux de neurones, c'est que le nombre de paramètres est moins important. Alors, c'est pas complètement, c'est certes un grand avantage, mais comme il y a des non-linéarités, il faut quand même mettre un certain nombre d'expériences en face pour faire l'apprentissage. Alors, je vous donne un exemple très simple, parce que sur un modèle à une entrée et une sortie, vous faites régulièrement des compositions des lois de probabilité un peu bizarres. Donc, généralement, quand on fait des lois de probabilité, des mélanges de lois de probabilité, on fait des mélanges de Gaussienne ou des mélanges de Student, et on travaille sur la fonction de densité. Sauf que là, quand on est avec des réseaux de neurones, on va travailler sur la fonction de répartition empirique, et on ne sait absolument pas ce qui se passe, mais hop, parfaitement, ça s'adapte bien. Ici, l'apprentissage est fait avec une régression pondérée. Alors, si maintenant je veux faire une trimodale, donc cette fois-ci, alors c'est pareil, c'est 3 neurones ou 4 neurones cachés, je vais avoir quelque chose qui va avoir cette forme-là. Et je n'ai pas à me poser la question sur combien je les mets. J'appuie sur le bouton et généralement, ça marche. Voilà, alors si maintenant je suis avec des modèles à 2 entrées, on peut faire d'autres vues. Donc ici, un modèle très simple avec 2 entrées, 2 neurones cachés et une sortie. On peut avoir cette forme-là en sortie. Alors bon, il y a des symétries ici, mais ce qu'il faut voir, c'est par rapport à un modèle polynomial d'ordre 2, vous allez avoir généralement une quadrique, eh bien, il va y avoir des maximums, un minimum, un maximum. Tandis que ici, vous êtes beaucoup plus dans la forme d'un radiateur qui chauffe dans votre pièce, donc vous ne pourrez pas être plus bas ou plus chaud, ou d'un transistor. Et donc, il y a quand même une physique qui va dire que dans un cas, il vaut peut-être mieux aller sur un polynôme d'ordre 2, et une physique qui vous dit que c'est peut-être plus intéressant d'aller vers un réseau de neurones, parce qu'il va y avoir ces saturations. Et donc ici, c'est un modèle 2 entrées, 2 neurones cachés. Voilà ce que peut être un modèle à 2 entrées, x, y, latitude, longitude, et 8 neurones cachés. Et ici, ce modèle-là, il a existé, je l'ai modélisé, c'est la radioactivité en post-Tchernobyl en Suisse.
Et donc, ici, c'est Genève, où il y a M. Biden et Poutine juste maintenant, Bâle, Schaffhausen, le Liechtenstein, et ici, vous avez au sud de Lucerne, en direction de l'Italie. Et il pleuvait ce jour-là. Donc, habituellement, on prend un modèle de triage pour faire ce genre de modélisation, mais là, je l'ai fait avec un réseau de neurones. Et ce que je veux vous montrer à travers cette diapositive, c'est que, en fait, quand on fait une surparamétrisation avec 8 neurones cachés, on peut obtenir quelque chose d'extrêmement horrible. Et donc, il faut se méfier des gens qui vous montrent des réseaux de neurones où il y a trop de neurones. Parce qu'en fait, on peut faire ce genre de choses, et ça, c'est très mauvais. À part dans ce cas-là de la Suisse. D'autres réseaux de neurones, ici, donc le modèle classique, ça sera 5 entrées, 3 neurones cachés, une sortie, ça marche très bien pour les problèmes simples. MATLAB proposait des modèles avec 2 couches cachées. Dans NNet, c'est pareil, et éventuellement avec des apprentissages à plusieurs réponses. Alors ça, c'est très mauvais. Il vaut mieux faire les apprentissages réponse par réponse, et on fusionne ensuite les sorties. Vous avez un cas particulier, c'est les modèles de mélange. Donc, par exemple, la gestion de portefeuille où la somme de vos constituants, c'est 1. Mais si vous faites de la formulation en chimie, en cosmétique ou dans les caoutchoucs, ben, pareil, vous ne pouvez pas dépasser le vert 100%. Et donc, dans ces cas-là, il faut en fait tenir compte du nombre de degrés de liberté. Et ça se fait en fait en enlevant les termes de biais qui arrivent sur les neurones cachés. Et à ce moment-là, ça marche très, très bien. Et pour tous ces graphes, bon, c'est facile de montrer les graphes, il ne faut jamais oublier qu'il y a une équation mathématique en dessous. Alors, une fois que là, je vous ai essayé de vous montrer les modèles, eh bien, on va passer à la partie apprentissage. Et la partie apprentissage, eh bien, c'est un jeu de données. Donc, typiquement, les gens vous envoient quelque chose sur Excel, un tableur, un fichier CSV, un fichier RDA, si vous êtes sous R. Vous avez votre modèle. Alors ici, il est un petit peu plus gros parce qu'il y a les normalisations. Ici, du fait des tangentes hyperboliques, si on veut être dans des zones qui apprennent bien, il faut être dans les endroits où les pentes sont maximum. Et les pentes maximum sont aux alentours de -1, +1. Donc, on a tout intérêt à normaliser les entrées et également normaliser la sortie. Donc, à ce moment-là, la partie qui apprend, c'est celle-là, et la partie en rouge, c'est celle qui n'apprend pas. Alors, en fait, on a vu que ce sont des modèles non linéaires. Il y a des tangentes hyperboliques, et donc, il est de bon ton d'utiliser des algorithmes du deuxième ordre, qui sont des algorithmes adaptés aux modèles non linéaires. Dans ce cas-là, on va avoir le BFGS ou le Levenberg-Marquardt. Nous, on avait une grande préférence pour le Levenberg-Marquardt, qui était précis à 10 puissance 8 dans notre code. Donc, une fois qu'on a ça, on apprend. Et alors, par contre, ce qui va se passer, c'est que du fait du nombre de paramètres, vous pouvez avoir plusieurs minima locaux. Et donc, si vous avez plusieurs minima locaux, pour trouver le minimum global, vous n'avez pas le choix. Il faut lancer plusieurs apprentissages. Alors, généralement, l'initialisation des paramètres est très importante. Et en fait, une initialisation selon une gaussienne d'écart type 0,1, ça marche très bien. Donc, vous faites ça et puis vous regardez, vous avez plusieurs apprentissages. Vous regardez votre écart type, éventuellement l'écart type sans biais si vous comparez des modèles entre eux. Le press, je vais vous indiquer, et ça vous donne votre meilleur modèle. Alors, la réponse, eh bien, à ce moment-là, on aura les résidus, on aura le graphique Y. Vous voyez ici, c'est pas mal appris. On a une information supplémentaire si on a calculé le press, c'est-à-dire la matrice hessienne. À ce moment-là, on va avoir les leviers, donc les termes diagonaux de la matrice hessienne, et qui vont vous donner une information sur en fait, la contribution relative ou la contribution marginale d'un point de la base d'apprentissage sur le modèle. Donc ici, il y a 153 lignes dans le fichier d'apprentissage. Donc j'ai 153 traits verticaux, et chacun me donne un apprentissage. Donc ici, ce point-là, il apporte peu d'informations, ou il consomme peu de degrés de liberté, alors que celui-là consomme énormément de degrés de liberté. Et quand vous avez ça et ça, donc d'un côté les résidus, de l'autre les leviers, vous pouvez les contribuer et ça vous fait ce genre de graphique. Et ce genre de graphique, c'est très intéressant parce que les points qui sont ici sont peut-être des données aberrantes. C'est-à-dire ce sont des points qui auraient dû être très facilement prédits par le modèle, mais pour des raisons qui sont obscures, le modèle vous dit qu'ils sont très éloignés. Donc vraisemblablement, ça vaut la peine d'aller retourner dans votre jeu de données et de voir si ces points-là sont des points aberrants. Et là, ce que je vous montre, c'est vrai pour les réseaux de neurones, mais c'est aussi très vrai pour les modèles linéaires. Et généralement, si vous avez un modèle linéaire pas trop mal, en fait, dans les deux cas, il vous trouvera les mêmes points qui sont des points bizarres. Alors bon, ici, avec votre modèle, vous pouvez calculer les dérivées partielles. Et donc, voilà, ici, sur un modèle à trois sorties, voilà le genre de choses que vous pouvez avoir avec un réseau de neurones. Vous avez le modèle appris. Là, alors, j'ai appris chacune des sorties et puis on fusionne les sorties et on a un simulateur. Et ce simulateur, ensuite, vous allez jouer sur les curseurs des entrées, va vous donner les sorties et va vous donner à travers les leviers des intervalles de confiance. Donc, vous pouvez savoir si votre modèle il est bon ou il n'est pas bon.
Encore une fois, surtout si vous êtes sur des cas où il y a disons des zones vides dans le jeu de données d'apprentissage. Donc, le but, c'est maintenant, je vais vous faire une démonstration alors, avec le logiciel NeuroOne, 1 minute, et puis ensuite avec un coder, puisque c'est le titre de la journée. Et je vais vous montrer les différences selon qu'on utilise un logiciel qui est plutôt un clicodrome, donc où tout est préparé, et puis au contraire, un logiciel, un coder, où là, on code chaque ligne, et chaque ligne a son importance. Alors, si ça se passe bien, donc NeuroOne, j'ai déjà chargé, pour faire gagner du temps, j'ai déjà chargé le jeu de données, donc il fait le voici, il fait 153 lignes. Donc les entrées, X1, X2, X3, X4, X5, et puis il y a un Y à apprendre, et pour l'instant, on n'a pas encore fait le calcul. Ici, il va y avoir, donc, alors en fait, c'est le circuit de Formule 1 en Angleterre, de Silverstone, et donc c'était du pneumatique, en l'occurrence, mais on traite comme étant une série, comme si c'était un jeu de données statique. Pas, alors que bon, c'est une série temporelle, mais on traite comme une statique. Et donc, vous voyez, ici, il y a des points, ça va apprendre, ça monte, ça redescend, etc. On va faire, l'apprentissage va se faire, on va faire seulement 6 modèles. Donc, je vais lancer 6 cycles d'itération. Et avec l'Evenberg Markup, on consomme moins d'itérations qu'avec le BFGS ou le Quasi-Newton. Et en 30 itérations, ça va être bon. Donc, j'appuie sur le bouton. Et vous voyez que donc NeuroOne va un peu lentement, mais en fait, cette lenteur est un avantage pour comprendre ce qui se passe. Donc, vous voyez que là, vous avez des cycles et pas nécessairement bons. Alors, ce qui se passe, ce jeu de données est très intéressant parce que des fois, ça sature. Ici, dans la partie basse, c'est-à-dire qu'il a du mal à apprendre les zones hautes. Alors, voilà, comme par exemple ici, ici, il sature. Bon. Et ce qu'on voit, là, effectivement, on a déjà vu 4 modèles et 4 modèles qui ont des minima, enfin, un coût minimum qui est différent d'un modèle à l'autre. Voilà, donc là, les 6, on va avoir terminé. Donc, j'ai terminé, j'ai une possibilité de zoomer sur le truc et on voit qu'effectivement, il y a 6 apprentissages différents, pratiquement. Là, il y a peut-être 2 apprentissages identiques, mais sinon, les autres sont différents. Je peux avoir le résultat. Et donc là, je vais avoir dans la table des résultats, je vais avoir la table des résultats avec les écarts types. Et éventuellement, je peux calculer ce qu'il faut pour calculer les biais et ensuite les intervalles de confiance. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec le NeuroOne. Maintenant, je vais vous montrer du R. Voilà, le code R est ici, la console est là et le graphique est là. Voilà. Donc ici, dans le code R, je vais peut-être j'essaie de me mettre en plus gros, en espérant que vous voyez bien. Donc, en fait, on a besoin que de charger qu'un seul package qui est MinPack-LM. Donc, c'est MinPack-Levenberg Markup, qui est un algorithme du deuxième ordre qui marche très, très bien. Ici, je me mets donc je remets tout à 0. Voilà, donc ma console, j'ai vidé ma console. Je me suis mis dans le répertoire où il y a le jeu de données. Ici, je charge 2 fonctions. HT, c'est la combinaison de identel, et la fonction, là, ici, qui va calculer l'écart quadratique moyen. Donc, maintenant, je charge mon jeu de données et je lui demande de me faire un plot. Donc, le plot est ici. Donc, le jeu de données, le ITEL m'a montré. Donc, en fait, il m'affiche ici les 3 premières. Oui, je ne peux pas ici grossir. Il m'affiche ici les 3 premières lignes et les 3 dernières lignes. Donc, X1, X2, X3. Vous voyez, là, les données sont toutes en fait des nombres entiers entre 0 et 100. Alors, ça va poser un problème à l'apprentissage. Donc, il faut normaliser. Je normalise et cette fois-ci, je suis cette fois-ci entre moins 2 et moins 2 et plus 2 fois l'écart. Donc voici mon modèle et le jeu de données s'appelle L153. L'apprentissage, ici on va construire un modèle à 3 neurones cachés. Vous avez les 3 tangentes hyperboliques et en fait R vous pouvez le faire brutalement, simplement en écrivant la formule. Donc, formula NN, alors ici, voilà, Y égale, donc B1, vous connaissez le terme de biais, et puis ensuite, ici, les combinaisons linéaires des entrées, où il y a 3 combinaisons linéaires. Ce modèle-là, il a 22 paramètres, et la première chose qu'on va faire, c'est, donc là, on va rendre quelque chose d'aléatoire. Voilà, une première initialisation aléatoire, donc des 22 paramètres de B1 à B22. Et l'apprentissage, ça se fait en 2 lignes. 3 lignes maintenant. Donc, en fait, j'appelle MinPack-LM avec la formule et le data.
et je dois initialiser avec le jeu de paramètres start bb, là, qu'on vient juste de calculer. Alors, j'ai encapsulé les erreurs et les suppress warnings, et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, il a fini. Il a fini. Si je veux en calculer bon, ça va beaucoup plus vite que NeuroOne, hein, et puis il peut en prendre beaucoup plus. Et si je recommence avec une nouvelle initialisation, ce sera différent. Voilà, donc peut-être, on va voir. Voilà, donc là, par exemple, il était dans une situation de départ qui était une catastrophe, donc il n'a pas appris. Et là, il est mieux. Alors, donc, ce qu'on peut faire, en fait, on peut simplement, dans ces cas-là, créer une boucle. Et si on fait une boucle, il va apprendre. Donc, cette fois-ci, là, j'ai fait une boucle avec 20 itérations, 20 cycles d'apprentissage, et je récupère le meilleur modèle. Donc, ici, il y a une fonction best, hein, which, voilà, celui qui est le meilleur étoile quadratique moyen, donc le meilleur. Je le récupère, et ça me donne ça. Voilà, et là, j'ai un modèle qui est vraiment très bien, et ça, c'est la force d'un algorithme du deuxième ordre. Alors voilà, avec ça, je vous ai présenté rapidement la théorie des réseaux de neurones et deux exemples avec NeuroOne et avec R. Et maintenant, je passe la main à Christophe. Hein, je repasse la main à Christophe qui va vous parler donc, de ce que nous avons fait parce que dans R, il y a 80 packages, on en a évalué 60. Donc, Christophe, à toi. Merci Patrice. Donc en effet, je vais passer à la seconde partie de la présentation sur le benchmark qui a été réalisé des paquets R. Donc tu peux passer à cette suivante. Donc ça a été réalisé dans le cadre du Google Summer of Code. Alors déjà, premier point d'alerte, et c'est ce qu'on mentionne tout en haut de la slide, en effet un cran, donc le réseau de paquets R qui est disponible à travers le monde entier ne vérifie pas la qualité d'un paquet, en particulier la qualité mathématique, il vérifie la qualité informatique, et donc il y a un certain nombre de tests qui sont effectués, mais pas de tests si le paquet est utile ou s'il implémente ce qu'il est censé implémenter. Donc dans ce cadre-là, on a proposé 2 années de suite un projet au Google Summer of Code. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est Google qui finance des stagiaires dans le monde entier sur des projets bien particuliers pour des infrastructures open source, et en particulier la Air Foundation fait partie des lauréats de ce genre de stage. Donc dans notre cas, ça a été à chaque fois un projet mentoré par 3 personnes, donc Patrice, moi-même et John Nash. Et 2 étudiants ont été à chaque fois sélectionnés, donc il y a tout un processus dont je ne rentrerai pas là-dedans, mais voilà, 2 étudiants ont été sélectionnés. Donc Salsabila Madi d'Indonésie, 2 années de suite, et Akash Verma en 2019. Donc le but, c'était à la fois dans un premier temps de chercher, lister les paquets. Donc on a utilisé le paquet RWS Search qui permet très facilement de faire des recherches dans la base des paquets écrans sur des thématiques, des mots thématiques. Et ensuite, on a passé à l'évaluation des paquets. Donc on va voir dans un premier temps ce qui a été fait en 2019 et ensuite ce qui a été fait en 2020, qui a été rendu plus générique sur la base de ce qui a été fait en 2019. Voilà, c'est la suivante. Alors, comment on a procédé pour faire ce benchmark et qu'il soit une certaine robustesse et surtout une cohérence entre les paquets. On a déjà défini des critères d'arrêt et on s'est très vite rendu compte qu'il fallait choisir des critères d'arrêt différents suivant le type d'algorithme, puisque sinon la comparaison est complètement faussée. Donc les algorithmes du premier ordre avaient un nombre maximum d'itérations bornées à 10 000 ou 1000 dans certains cas, tandis que les algorithmes de second ordre ont été bornés à 200 itérations. Et ensuite, on regardait un critère de RMSE, du coup, pour savoir si l'algorithme avait convergé ou pas. Dans un certain nombre de paquets, des fois ne produisent rien parce qu'il y a une erreur qui s'est produite. Donc évidemment, on a répété ça un certain nombre de fois et on a à chaque fois initialisé les algorithmes de manière aléatoire. Les données sur lesquelles on a travaillé, c'est 12 jeux donnés et un 13e dont je vais parler un peu plus loin, mais dans les 12 jeux donnés, donc il y a 4 jeux multivariés.
qui sont disponibles dans le paquet NN Benchmark, dont on parlera après un tout petit peu. Donc, c'est des jeux de données qui n'ont pas nécessairement beaucoup de lignes. On voit 500 lignes ou 153 lignes, mais qui sont particulièrement compliqués à calibrer et qui présentent des non-linéarités fortes sur la variable réponse. Donc, à chaque fois, on précise le nombre de neurones choisi et qui est évidemment commun pour chaque paquet testé. Hein. On ne varie pas ce nombre d'un paquet à l'autre. Pour les jeux de données univariés, on a là des jeux de données qui sont un peu de plus petite taille, des difficultés simples à très complexes, notamment comme UDMod 1. Et donc, on a dans certains jeux de données, certains présentent carrément des modèles sans résidus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement une fonction qui est le jeu de données. Et donc, ça permet de tester si les algorithmes sont capables de gérer ces problèmes de résidus nuls en pratique. La machine utilisée, c'est un ordinateur sur Windows 10 avec suffisamment de mémoire vive et des calculs parallèles. Merci, on peut changer. Alors, en 2019, on a donc fait réaliser le benchmark de 49 paquets algorithmes, donc certains paquets ont plusieurs algorithmes, avec des templates R, un template R par paquet, et on a itéré, on a fait ce qu'il fallait pour comprendre la documentation et aboutir aux meilleures solutions par paquet algorithme. Et donc là, la liste qui est mise ici, c'est la liste classée des paquets en termes de RMSE sur l'ensemble des 12 jeux donnés. Et donc, les 5 premiers, par exemple, c'est donc le NLSR et compagnie. Pour comparer, donc en effet, ces paquets sur l'ensemble des jeux de données, on a affiché donc, ce graphique. Alors, chacun des graphiques représente du coup sur l'axe des abscisses le score de l'algorithme. Donc, on a vu que c'était NLSR, etc. Donc, ça va sur la droite. Et en ordonnée, c'est la valeur de la RMSE sur le jeu de données en question, et tandis que le score est global. Donc, ce qu'on constate, c'est que les 10 à 15 premiers algorithmes sont bons tout le temps et sont vraiment quelque chose en termes de RMSE, vraiment sur la partie plateau de chacun des 12 graphiques ici. Et par contre, les mauvais paquets, eux, sont mauvais tout le temps. C'est ceux qui correspondent à la partie qui monte, avec des RMSE minimales qui sont mauvaises, en tout cas bien plus mauvaises que les autres paquets. Et alors après, il y a quelques cas particuliers, c'est qu'on constate que par exemple l'algorithme 36, dont on voit le point, qui a une RMSE min des fois très petite pour les 3 graphiques de bas, et aussi tantôt beaucoup plus haute pour les graphiques du haut. Donc on voit qu'il y a des paquets qui peuvent être très bien, mais sur quelques jeux de données, et donc en l'occurrence des jeux de données univariés, et puis particulièrement mauvais sur des jeux de données multivariés. Donc ça, c'est quand même pas le genre de paquet qu'on va considérer comme robuste. C'est la suivante. Voilà, donc au final, de cette édition 2019, on aboutissait à une recommandation de 12 algorithmes. Dont sur ces 12, il y en a 11 qui implémentent des méthodes de second ordre pour la partie calibration, principalement avec l'algorithme de Levenberg-Marquardt, mais aussi des méthodes quasi-Newton type BFGS, donc qui se basent sur la fonction optime de R. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en effet, il y a certains algorithmes aussi, paquets, qui sont aussi assez optimisés, donc, comme par exemple Valide. Voilà, donc maintenant on va passer à l'édition 2020. Alors là, on a rendu encore plus générique nos benchmarks qui avant étaient une feuille, un code R par paquet. On est passé avec un template R Markdown générique qui est vraiment commun à l'ensemble des paquets. Donc, on a fallu encapsuler un certain nombre des fois de fonctions R.
Et grâce à l'utilisation de do.call, on s'en est sorti et est arrivé à du coup, finalement tester plus de paquets et puis surtout des nouveaux paquets. Ce qui était étonnant, hein, c'est qu'entre l'édition 2019 et 2020, certains paquets étaient déjà retirés du cran. Bon, fort heureusement, pas les meilleurs. Voilà, et donc ça aboutit à la soumission d'un article qui est en ligne mais pas encore accepté. Et l'intégralité des résultats a été déposée sur un site internet, donc on peut accéder après au contenu HTML de chacun des paquets. Donc les liens sont ici, mais on va en reparler par la suite. Alors là, on fait un exemple de sortie sur le jeu univarié Dreyfus 1, avec à gauche un algorithme, algorithme paquet qui fonctionne bien, en l'occurrence NNet. Et donc, il y a une superposition de courbes. Le trait rouge, c'est la meilleure courbe obtenue, la meilleure itération commune pour NNet. Et on peut distinguer qu'il y a une petite courbe jaune sur la fin. C'est parmi les 10 itérations, il y en a une qui n'a pas correctement convergé sur la partie basse du graphique. Et enfin, sur le graphique de droite, on compare un mauvais paquet, en l'occurrence SNNR, qui, lui, malgré 10 itérations, ne capte pas du tout les non-réalités du jeu de données. Voilà. Ensuite, je bascule sur le fichier. Vu le temps, je vais continuer sur la présentation. Ensuite, on va passer à un jeu de données multivarié, toujours en comparant NNet et SNNR. Donc, à gauche, on voit que donc c'est un graphique, hein, on compare X par rapport à Y, X observé et X prédit. On veut être le plus près de la première bisectrice. Chacune des couleurs correspond à une itération différente. Et on voit que la couleur rouge, c'est la meilleure. Donc, en l'occurrence, pour NNet, on voit que c'est assez proche de cette première bisectrice. Pour l'autre paquet, SNNR, on voit qu'il y a plein de points de couleur partout. Donc, il a du mal à converger sur l'ensemble des itérations. Et la meilleure n'est pas forcément, qui est en rouge, là, qui n'est pas forcément non plus parfaite sur l'ensemble des points du graphique. Je vais passer à la slide suivante. Donc là, c'est le résultat de nos 60 paquets, donc l'édition 2020. Toujours en abscisse, nos scores globaux de RMSE. Donc voilà. Et en ordonnée, notre mine RMSE sur 2 jeux de données, Unofus et Emi Shigami. Donc toujours pareil, un côté plateau avec les meilleurs paquets qui arrivent à converger et obtiennent des RMSE faibles dans les 2 cas. Et ensuite, il y a un espèce de ventre mou avec des paquets plus ou moins bons qui fournissent des RMSE moyennes. Et puis après, il y a la queue des paquets, les mauvais paquets qui sont jamais bons, et en particulier sur ces 2 jeux de données-là. Donc, on voit bien là les algorithmes à partir de 50. Maintenant, on va passer au tableau où on détaille un peu plus. Donc, c'est quelque chose qui est présent aussi dans l'article, hein, c'est qu'au-delà de critères, au-delà de critères numériques, on a aussi regardé la documentation et la facilité d'utilisation des paquets. Donc, c'est la première partie gauche du tableau. Donc, en particulier, on a noté la facilité d'utilisation, le niveau de documentation et la facilité d'appel pour calibrer un réseau de neurones. Donc, dans la plupart des cas, pour les premiers paquets ici, hein, c'est évidemment bien documenté, facile à appeler, facile à utiliser. Et tout à droite, vous avez la RMSE totale, enfin le score, et aussi le score en temps. Donc, ce qu'on constate, hein, c'est que le meilleur paquet NLSR, qui est le meilleur en termes de RMSE, n'est que le 18e en termes de score du temps. Par contre, si on regarde le NNet, il a l'avantage d'être 3e en RMSE et 3e en termes de temps, donc qui est particulièrement efficace. Voilà. Donc après, on constate, hein, par exemple, Valid ANN à 5 algorithmes. On a noté les 5 algorithmes. L'algorithme qu'on recommande ici, c'est celui de BFGS via Optima. Parmi les choses que je peux mentionner encore sur ce tableau, il y a le paquet H2O classé 11e, qui a un appel particulièrement compliqué, donc qui n'a même pas d'étoile, et qui est 51 en termes de temps, donc affreusement long. Et sans parler du coût d'installation, c'est qu'H2O, il faut utiliser Java derrière, donc
télécharger des librairies, et c'est particulièrement compliqué. Je vais passer à la slide suivante. Là, on passe aux autres paquets, donc qui sont moins bien classés, hein. En général, ils commencent à être moins bien documentés, voire plus compliqués. Et puis, en termes de temps de calcul, ils sont particulièrement longs. Et Keras a aussi le même problème que H2O. Il faut installer je ne sais combien de librairies pour faire fonctionner, pour un résultat en termes de RMSE moyen, voire mauvais, et un temps particulièrement long. Slide suivante. Alors là, on a représenté les probabilités de score, donc le fait d'être classé premier à 60e. Ce qu'on constate, hein, c'est que les meilleurs paquets donc, sont en bas à gauche, flèche bleue, avec les 10 premiers ou les 8 premiers qui sont toujours parmi les 8 premiers, donc ils n'ont aucune chance d'être mauvais, d'être 60e. En haut à droite, à l'inverse, on constate que les moins bons paquets sont toujours les moins bons paquets, quel que soit le jeu donné, sur l'ensemble des 12 jeux donnés. Et puis après, on a le ventre mou, avec des fois certains paquets qui sont un point très sombre, c'est-à-dire qui sont toujours à ce même rang. Donc par exemple, on en a un en plein milieu qui est au rang 32. Voilà, qui correspond à celui-là. Et puis d'autres où il y avoir beaucoup de volatilité, c'est-à-dire que sur un jeu donné, il peut être très bon et sur un autre très très mauvais. Donc on constate qu'il y a vraiment pour certains toute la hauteur qui est utilisée. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Ensuite, on a voulu aller plus loin pour les 5 meilleurs algorithmes. Et donc, on a considéré un jeu de données un peu plus gros. Hein, 20 000 lignes, ce n'est pas non plus extrêmement important. Surtout par rapport à des problématiques d'assurance. Mais on l'a construit à partir d'une méthodologie qui est dans un article de Simon Wood qui calibrait des modèles généralisés additifs. Et donc, on a repris cette méthodologie-là. Donc, on a simulé une variable gaussienne dont la moyenne dépendait de 6 variables ici, avec qui sont une fonction donc, de ces 6 variables qui sont du coup hautement non linéaires, avec un intercept en l'occurrence de 1, mais peu importe. Pour simplifier, on a fait une variance constante. On n'a pas non plus changé le type hein, de bruit utilisé, on utilise que du bruit gaussien, on n'a pas passé à la famille exponentielle. Et donc, ce qu'on constate, c'est le tableau en bas, sur ces 5 algorithmes classés par ordre alphabétique. Donc, la première colonne, c'est la mine RMSE sur l'ensemble des 20 runs, donc qui est globalement voisine, mais on constate que RMiner, par exemple, est plus performant que les autres. Ensuite, on a la RMSE médiane sur ces 20 runs, qui est plus grande, sauf pour RMiner. On voit que RMiner est particulièrement bon. Et après, on a la différence entre les deux. On a aussi calculé l'erreur absolue moyenne en médiane et l'erreur infinie en médiane. Ça permet de distinguer. Enfin, la dernière colonne, c'est le temps médian. Et là, on voit la différence sur le type d'algorithme. Ceux qui peuvent se brancher directement sur du code C ou le code C de Optim, comme Nnet, sont particulièrement rapides. Hein. Donc, c'est un temps en secondes. Hein, donc, c'est 3 secondes. Pour traiter 20 000 lignes, c'est quand même particulièrement rapide. Et à l'opposé, des paquets, certains sont plus longs, comme Valid ANN, qui met plus de 140 secondes en temps médian. Je vais passer à la suite. Très rapidement, sur le paquet Nnet, qui est un peu mon favori, on peut comparer ensuite la prédiction moyenne en fonction de chacune des variables et regarder nos patterns théoriques. Donc, les points, c'est les observations. La courbe verte, c'est le pattern théorique. Puis la courbe rouge, c'est ce que prédit le réseau de neurones. Donc, sur les 2 graphiques du haut, on voit que c'est tout à fait correct, qui capte bien cet effet. Et sur le graphique en bas à gauche, par exemple, on voit que le réseau de neurones a du mal à capter notre belle sinusoïde. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Donc, en conclusion de cette présentation, hein, donc, qui résume à la fois, vous a présenté à la fois les réseaux de neurones, leur implémentation et leur comparaison sur les packs écrans. Donc, on voit que c'est quand même, ça nous a pris beaucoup de temps et on remercie du coup le GSOC d'avoir financé hein, ces stages consécutifs pour faire cette tâche.
Au final, ce qu'on recommande, c'est 12 paquets en 2019 et 16 paquets en 2020, qui sont globalement communs, à part MinPack-LM qui est sorti entre 2019 et 2020, pour une raison qui ne reste pas si évidente. Et on peut conclure que tous les algorithmes qui réalisent une bonne calibration sont tous du second ordre, sauf un. La plupart se reposent sur l'implémentation de BFGS dans Optime, hein, ou directement sur son équivalencé comme NNet. Et à ce jour, il n'y a pas de paquet R qui implémente le Weinberg-Marquardt, en tout cas en code C non plus. Donc, c'est peut-être un projet qui naîtra plus tard. Alors, il y a un certain nombre de paquets qui sont aussi à éviter. Donc, on considère qu'ils ne sont pas utiles. Et notamment les paquets du second ordre, du premier ordre, pardon, qui ont du mal à converger sur des situations moyennes ou difficiles. Et pourtant, nous avons choisi quand même des jeux de données de pas forcément grande dimension et qui n'étaient pas forcément non plus ultra compliqués. Voilà, donc je vais passer la slide suivante. Et donc pour terminer cette présentation, on vous met la liste des liens sur lesquels on peut retrouver chacun des fichiers HTML des paquets. On peut retrouver aussi les supports de l'article qui a été soumis sur Zenodo. Les fichiers de cette présentation sont déjà accessibles en ligne sur le site de InModelia. Et ensuite, on vous recommande 2 livres, un en français de Gérard Dreyfus et co-auteur, et un autre de John Nash sur l'optimisation non linéaire. Voilà, et donc je vais m'arrêter là pour la présentation et on va commencer la séance de questions. Donc, il n'y a pas encore de questions dans le fil de discussion, mais du coup, vous pouvez poser directement votre question en audio. Hein, donc, n'hésitez pas à activer le micro si vous le souhaitez. Peut-être que pour les débutants, NNet, c'est un package qui marche très très bien, mais qui au départ est conçu pour la classification. Et donc, quand on veut l'utiliser en régression, il faut regarder un petit peu dans les paramètres initiaux, là, les arguments de R, et puis il faut les modifier. Alors, il y a un autre package que moi j'aime beaucoup, c'est BRNN. BRNN, il met une régularisation sur les paramètres. Donc, des fois, il est un petit peu moins performant, mais alors il marche merveilleusement bien. Il est super rapide, extrêmement simple. Il y a deux choses à rentrer dans l'argument, et puis on appuie sur le bouton et ça marche. Alors, Donc, première question, Patrice, je te coupe. Alors, donc c'est une première question de Samuel sur comment pourrait-on justifier un tel écart en termes de RMSE, car il s'agit des mêmes méthodologies. Alors, en fait, c'est le même modèle, mais calibré avec des méthodes numériques différentes. Là, on voit bien que le choix de la méthode et son implémentation pratique, hein, notamment sur le fait de transformer les variables d'entrée, des choses comme ça, change complètement la donne, quoi. Par exemple, là, on peut voir, donc, par exemple, Validan, c'est un package qui est fait par des étudiants australiens. Et donc, il y avait une vertu pédagogique dans ce package. Donc, ils ont mis un bon algorithme du deuxième ordre, c'est le BFGS, et tous les autres sont des algorithmes du premier ordre. Et vous voyez tout de suite que ça s'effondre en termes de performance selon l'algorithme. Donc, c'est vraiment, en fait, ce qu'on a testé, en fait, ce sont les algorithmes. Et pour le même modèle, hein, voilà, il faut bien ça comprendre, c'est qu'on ne change pas le modèle suivant le type de web. On a une seconde question, est-ce qu'on pourrait faire l'analyse en Python? Oui, pourquoi pas, mais nous ne l'avons pas encore réalisé. Mais en effet, ce serait très intéressant à faire. Il y a une troisième question, quel est l'intérêt d'utiliser ces paquets par rapport aux frameworks deep learning comme PyTorch ou TensorFlow? Patrice, je te laisse répondre peut-être. C'est très simple, la simplicité d'utilisation, la facilité d'installation. Vous installez NNet, il est quasiment fourni d'office avec R. BRNN, vous faites install package et puis c'est bon. Installer H2O, mais on a souffert, vous ne pouvez pas imaginer comme on a souffert pour installer H2O, pour installer TensorFlow, pour installer tout ça. Donc, avec BRNN, vous installez un package qui fait, je sais pas, qui fait 4 mégaoctets. Et avec H2O, c'est 150, je crois qu'il faut installer 150 mégaoctets. Et je vous ai montré avec mon petit code R, je vous ai montré que je faisais en 10 lignes.
Je préciserai aussi qu'en plus, certains frameworks nécessitent l'utilisation de librairies Java, hein. Et donc, il faut avoir les droits administrateurs sur sa machine. Et ça commence à être compliqué. Et voilà. Donc, la simplicité, quand même, fait beaucoup. Alors, j'ai une autre question, un sujet à la mode sur l'interprétabilité des modèles. Y a-t-il un modèle qui le permet un peu plus que les autres ou n'est-ce pas encore d'actualité? Je réponds. Vas-y. La réponse, elle est oui, et j'ai essayé de vous le montrer à travers les leviers et les intervalles de confiance. En fait, la RMSE, ce n'est pas toujours le meilleur critère de sélection du meilleur modèle. Le bon critère, c'est le press. C'est-à-dire, c'est celui avec les moindres, le leave one out, et on va choisir, et ça sera vraisemblablement le modèle le plus robuste. Donc ça, c'est vrai pour NNet, c'est vrai pour tous les packages, sauf pour BRNN, parce que BRNN a naturellement cette régularisation des paramètres. Et donc ça, c'est là où NeuroOne est vraiment un cran au-dessus, et il faudrait en fait développer, mon rêve, c'est de développer un packager qui réimplémente tout ce qu'a fait NeuroOne, qui est un logiciel qui ne bouge plus depuis 2010 et qui ne bougera plus parce que le développeur a tout arrêté. Mais sinon, le logiciel est impeccable. Une question, en effet, on n'a pas en effet comparé les réseaux de neurones avec d'autres méthodologies comme les modèles additifs généralisés dont j'ai parlé, qui sont utilisés dans les paquets de Sam Hollywood, mais ça pourrait être intéressant. Alors, en termes de temps, je pense qu'on va s'arrêter là, puisqu'après, il va y avoir la cérémonie de clôture. N'hésitez pas à nous écrire, à consulter les supports de présentation pour plus d'informations. Alors, et pour la dernière question sur les petits jeux de données, on considère que si un algorithme est mauvais sur un petit jeu de données, sur un grand jeu de données, ce sera encore pire, sans parler du coût en temps. Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas le nombre de lignes qui est important, c'est la qualité de la matrice jacobienne. Et donc, en fait, une matrice dégénérée, c'est quand vous inversez la matrice et ça se passe très mal. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'un grand nombre de jeux de données. Il suffit d'avoir des choses avec des collinéarités bien placées, puis ça devient une horreur. Et donc, en fait, c'était le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était de construire des jeux de données qui avaient des collinéarités telles que les matrices jacobiennes allaient vraiment souffrir. Et alors, c'est là où NLSR est très particulier. Patrice, je pense qu'on va s'arrêter là. Écoutez, bonne journée à tous, et puis en espérant que cette présentation vous a plu. À très bientôt.